Je me présente brièvement, Armand Pomard, je suis animateur régional géothermie. C'est une mission qui est financée par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui finance par ailleurs, on le verra, un certain nombre de projets d'énergie renouvelable partout sur le territoire national et qui finance cette mission d'animation, de faire connaître la géothermie auprès du plus grand nombre, d'accompagner les porteurs de projets, notamment au départ, en amont, assez en amont des projets, avant qu'il y ait l'intervention de professionnels. Et par ailleurs, c'est l'AFPG, l'Association française des professionnels de la géothermie, qui porte mon poste. Parce que l'ADEME les finance, mais il faut toujours une structure associative, si possible, qui porte ce poste. Et donc c'est l'AFPG, donc une association basée à Paris, qui a un peu plus de 12 ans maintenant, et qui fédère une bonne partie des acteurs de la géothermie en France, des bureaux d'études, des entreprises de forage, des opérateurs énergétiques, des fabricants de matériel, voilà, tout l'écosystème autour de la géothermie. J'occupe ce poste depuis maintenant 3 ans et j'ai une formation de géologue. Donc c'est plutôt les aspects sous-sol qui me parlent, même si petit à petit on se familiarise avec la thermique, qui est le deuxième grand volet de la géothermie. Alors comme Nicolas Leroux du CIPEREC présentera la géothermie profonde juste après, moi je vais me focaliser sur la géothermie de surface, la deuxième grande famille de géothermie, qui peut se développer de manière relativement homogène sur l'ensemble du territoire, alors national, mais c'est vrai aussi à l'échelle régionale. Et donc on verra de quelle manière, sur un territoire dense, on peut quand même faire des choses, même si ça peut paraître assez contre-intuitif. Alors ma présentation qui vous sera transmise à la fin, j'ai volontairement laissé la partie géothermie profonde si vous êtes curieux, et ce sera peut-être complémentaire par rapport à ce que présentera Monsieur Leroux. Moi je vais vraiment me focaliser sur la géothermie, on va dire 2 mots de ce que c'est, même si je pense que vous y êtes largement sensibilisé au vu de l'introduction de Mme Presson, et puis on reviendra vraiment un peu plus en détail sur la géothermie de surface. Alors cette géothermie, si on décompose le mot, naturellement on se rend compte assez rapidement que c'est la chaleur de la Terre. Alors vous allez voir qu'en géothermie de surface, ça peut être un peu mensonger, parce que quand on parle de chaleur de la Terre à faible profondeur, on parle de quelque chose qui va être à partir de 12 degrés, qui va monter à 15-16 degrés quand on est à 100-200 mètres de profondeur. Donc c'est un petit peu mensonger de parler de chaleur de la Terre quand on parle de ces températures. Et pour autant, il y a énormément d'énergie à mobiliser, puisque on va remarquer que ces 12 degrés en hiver, c'est plus chaud que la température extérieure. Donc ça permettra de faire du chauffage. Et en été, c'est plus froid que la température extérieure, donc ça permettra de faire de la climatisation. Et c'est là tout l'avantage de cette géothermie de surface qui va répondre aux besoins de bâtiments. Juste un élément à avoir en tête, 99% de la masse de la Terre est à plus de 1000 degrés. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que sur Terre, il n'y a pas de problème d'énergie. On a plus qu'il ne faut et largement ce qu'il faut sous nos pieds. Et à vrai dire, même dans la première tranche, si on prend les 150 premiers mètres de profondeur, si on s'amusait à abaisser en température d'1 degré toute cette tranche de 150 mètres sur l'ensemble du territoire, on produirait assez d'énergie pour plus de 100 ans pour tous les bâtiments de France. Donc tout est question d'accéder à cette ressource et on verra les différentes manières de le faire juste après. Alors la géothermie de surface, comme je l'évoquais à l'instant, elle va permettre de répondre aux besoins de chauffage et de climatisation des bâtis, tout type de bâtis, des logements individuels, collectifs, copropriétés, etc. Mais également tous les bâtiments publics, tertiaires. On peut alimenter des piscines également en géothermie de surface. Il y a vraiment assez peu de limites. Et à vrai dire, ça se développe assez peu dans l'industrie, mais des industriels pourraient tout à fait, s'ils ont des besoins en température assez limitées en température, justement dans des gammes de température assez abordables, la géothermie de surface pourrait y répondre. On va volontairement se limiter à 200 mètres de profondeur. Ces 200 mètres, ils viennent de la réglementation, notamment de la GMI, de la géothermie de minime importance, qui s'applique à la plupart des projets de géothermie de surface. On ne reviendra pas là-dessus parce que la réglementation, ce n'est pas forcément passionnant. Mais ce 200 mètres, voilà, il réfère à la géothermie de minime importance. Et je ne détaille pas la géothermie profonde puisque ce sera fait par ailleurs. Hop, on va tout de suite en géothermie de surface. Alors,
le dénominateur commun de toutes les solutions de géothermie de surface qu'on va voir juste après, c'est la température tiède de la ressource, entre 10 et 18 degrés. Bon, en Île-de-France, on va plutôt être entre 12 degrés proche de la surface et jusqu'à 16-18 degrés à 200 mètres de profondeur. Et on a deux vecteurs possibles pour récupérer cette chaleur. On va la récupérer soit directement dans les eaux souterraines, c'est la géothermie à laquelle on pense le plus souvent, à savoir faire des forages, pomper de l'eau à la surface, extraire l'énergie, rejeter l'eau en profondeur via un deuxième forage. Ça fonctionne très bien quand on a des eaux souterraines, et en l'occurrence, en Île-de-France, on a la chance d'avoir énormément de ressources souterraines à différentes profondeurs. Et puis la deuxième grande famille de géothermie sur le sol ou le sous-sol, elle permet d'extraire de l'énergie directement dans la roche. L'avantage étant qu'on n'est pas obligé d'avoir une ressource en eau souterraine pour envisager un projet de géothermie. Et on verra que sur un territoire comme l'Île-de-France, on peut tout à fait coupler les deux systèmes. Dans certains cas, pour les toutes petites opérations, il n'y a peut-être pas besoin de s'embêter à aller chercher des eaux souterraines. On va préférer faire quelques forages et récupérer la chaleur directement dans le sol. Et dans des cas un peu plus gros, où on va répondre à plusieurs centaines, voire milliers de mètres carrés de bâtiments, on va peut-être préférer les systèmes ouverts avec des forages qui recherchent des eaux souterraines. Il faut forcément, et vous vous en doutez, le raccorder à une pompe à chaleur géothermique parce que c'est 10 à 18 degrés. Souvent, ce n'est pas assez pour chauffer le bâtiment. Ou alors, c'est la sobriété poussée à l'infini. Donc la pompe à chaleur, c'est un petit peu un incontournable. Alors on aurait pu rajouter derrière pompe à chaleur le mot géothermique, puisqu'il ne s'agit pas des mêmes pompes à chaleur qu'on voit foisonner sur les façades avec voilà, ce brassement d'air en continu pour extraire de l'énergie de l'air extérieur. Là, la partie extraction d'énergie se passe dans le sol avec des forages et on va quand même avoir la machine thermodynamique derrière qui va être en intérieur et qui va fonctionner exactement comme un frigo, c'est-à-dire qui va extraire l'énergie des forages et la rejeter dans d'autres. Cette géothermie, elle est donc relativement discrète, étant donné que tout se passe dans le bâtiment pour la partie pompe à chaleur. Il n'y a que le forage qui va être en extérieur, donc avec aucune nuisance une fois qu'ils sont réalisés, étant donné que tout va être sous terre. Naturellement, à un instant T, il va falloir les faire, donc il va falloir avoir une machine en surface. On est sur une énergie qui est non intermittente, qui émet assez peu de CO2. Le seul CO2 qui est émis, ça va être lors de la phase de réalisation et après lors de la consommation de l'électricité pour faire fonctionner le compresseur de la pompe à chaleur. Donc on va parler d'émissions de CO2 plus que limitées. Et puis surtout, c'est disponible sur l'ensemble du territoire. On en reparlera encore un petit peu après. L'avantage de la géothermie, et c'est la seule énergie renouvelable à le proposer, c'est cette capacité à produire du chaud et du froid, éventuellement même simultanément, si les besoins du bâtiment le nécessitent. Alors, si je commence par une carte d'identité sur la géothermie sur nappe, donc celle qui apparaît comme la plus développée en Île-de-France. On voit ici les contours de l'Île-de-France avec des points bleus au niveau de l'ensemble des opérations qui sont connues, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Malheureusement, avant les années 2005-2010, on ne mettait pas tout ça dans des bases de données. Donc c'est assez difficile à identifier, mais il y en a sûrement beaucoup par ailleurs. Ça se voit au niveau des ventes de pompes à chaleur géothermiques. Il y a à peu près un facteur 7 entre le nombre de machines vendues et le nombre d'installations qui apparaissent sur ces cartes. Donc on peut assez facilement penser qu'il y en a beaucoup plus sur le territoire. Donc la géothermie sur nappe va être composée d'un forage de production, de la pompe à chaleur comme toujours, et d'un forage d'injection. L'idée étant que l'ensemble de la ressource qui est prélevée sous terre doit être injectée pour des questions de durabilité de la ressource, notamment quand on parle de sécheresse, de diminution du niveau des nappes, etc. Ce que vous voyez ici, ça peut paraître contre-intuitif parce que le forage de prélèvement est bleu et le forage de réinjection est rouge. C'est parce que sur ce schéma, l'opération fonctionne en mode climatisation. Donc on va toujours prélever ces 10 à 18 degrés et on va rejeter une eau à 14 à 22 degrés, c'est-à-dire avec 4 ou 5 degrés de plus. Pour la même quantité ? À peu près la même quantité ? La quantité de... Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, la pompe de production, c'est elle qui décide de la quantité d'eau à prélever dans le sol en fonction du besoin de la pompe à chaleur et donc indirectement du bâtiment.
Et donc, des périodes où on va assez peu avoir besoin de chauffage, on va prélever moins. Puis en plein cœur de l'hiver, typiquement, ou en plein cœur de l'été, si on climatise, il va y avoir un pompage plus important au niveau de ces forages. Mais quoi qu'il arrive, tout ce qui est pris ici est rejeté là, soit un petit peu plus chaud quand on fait de la climatisation, soit un peu plus froid quand on fait du chauffage. Il existe des forages pour avoir de l'eau, pour arroser la maison. Est-ce que vous avez entendu parfois des exemples qui utiliseraient aussi, accessoirement, enfin en principal, ça, c'est-à-dire de prendre de l'eau pour arroser ou pour des besoins d'eau pour l'industrie ou d'autres, qui serait plus ou moins fait en même temps que la géothermie? Comment ça se conjugue éventuellement? Alors j'ai envie de dire pourquoi pas si c'est pensé pour. C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs on n'a pas des forages dans son jardin, on a plutôt des puits. Un puits, c'est assez peu adapté au fait de prélever des ressources en eau parce que la dynamique de remplissage du puits est souvent inférieure à l'eau qui est censée être prélevée pour faire de la géothermie. Donc il faut que le système soit prévu dès le début et surtout il faut qu'il y ait un deuxième forage pour réinjecter. Ce qui est possible. C'est parce qu'il y a des problématiques d'infiltration d'eau en hiver, quand il pleut, quand il y a beaucoup d'eau et tout, quand on fait des villes très minérales. Et là, on a besoin d'eau, mais donc si, admettons, l'hiver, on infiltre beaucoup d'eau, la nappe se porte bien, pourquoi pas en été rafraîchir aussi, ou arroser, si on est besoin d'arroser, un petit peu, enfin, sans faire des bassines, des bassins, des machins, des réservoirs qui seraient démesurés. Parfois, enfin voilà, excusez-moi pour cette idée. Mais après, d'un point de vue réglementaire, ça ne peut pas être assimilé que à de la géothermie, parce que dans le cadre réglementaire de la minime importance, on doit tout rejeter. Donc s'il y a une différence de volume entre le prélèvement et la réinjection, ça doit faire l'objet d'une autre réglementation. Et donc ça commence à être compliqué d'avoir un forage qui a deux utilisations. Mais c'est pas courant, il y a une piscine dans le Val d'Oise qui fonctionne comme ça. La piscine est chauffée, les bassins et l'air à l'intérieur du bâtiment de la piscine sont chauffés par géothermie. Et au moment du remplissage des bassins, ils utilisent des forages. Mais voilà, ça a fait l'objet d'échanges un peu longs avec l'administration pour pouvoir faire des projets comme ça. Et vous disiez, on réinjecte avec un différentiel de température, du coup. Ça, c'est normé aussi? Oui, tout à fait. C'est la limite maximum autorisée, c'est de plus ou moins 5 degrés à 200 mètres du point de réinjection. Donc ça veut dire potentiellement ici, dans cette zone-là, on doit avoir une maximum 4 à 5 degrés de différence par rapport à la température de prélèvement. Après, il y a des notions de 25 degrés, mais ça ne s'applique pas vraiment parce que c'est dans les zones thermales qu'on peut avoir des températures comme ça. Donc autrement dit, un forage qui produit une certaine quantité d'eau va permettre de produire une certaine quantité d'énergie et il ne pourra pas aller au-delà. Et donc ça, c'est la nature qui nous l'impose et la manière dont est réalisé le forage et ce qui permet d'accéder à toute la ressource. Les nappes dans lesquelles on fait ces forages et ces réinjections en Ile-de-France et aux profondeurs considérées sont toutes des nappes où l'eau circule. Ce ne sont pas des nappes où l'eau est stable dans la couche géologique. Alors on a assez peu finalement des eaux stagnantes sous terre. La gravité fait que globalement tout est en mouvement. Alors ça s'écoule plus ou moins vite. Vous verrez en géothermie profonde, on en parlera peut-être, ça s'écoule très doucement. Et en l'occurrence, plus c'est profond, plus ça met du temps à s'écouler souvent. Mais là, on est vraiment sur des nappes d'eau qui servent à l'eau potable aussi, à l'agriculture, à l'industrie. Et donc on est sur des nappes d'eau, des masses d'eau qui se déplacent. Alors, à des dynamiques plus ou moins importantes, qui peuvent être de quelques centimètres par an ou de quelques mètres par an. Alors, je poursuis ma question. Est-ce que quand on fonctionne en climatisation l'été et qu'on réinjecte de l'eau chaude dans le sol, est-ce qu'en inversant le sens de circulation du système, on peut exploiter une eau réchauffée l'été pour avoir un meilleur rendement l'hiver en chauffage? Sur le papier, on peut. Il y a assez peu de projets en France. D'une part parce que ça oblige à avoir 2 pompes dans les 2 forages, ce qui oblige notamment pour le forage de réinjection à le prévoir pour. Et surtout, il faut s'assurer que la dynamique est relativement faible parce que sinon, on n'arrive pas à valoriser tout ce qu'on a rejeté. Donc quand on est sur une nappe qui s'écoule, c'est pas choquant de toujours avoir le forage de prélèvement ici
et puis tantôt de rejeter du froid ou tantôt de rejeter du chaud. C'est vrai que si on récupère une eau à 4 ou 5 degrés de plus, on pourrait avoir des performances qui pourraient être entre 15 et 20% plus intéressantes au niveau de la machine, parce que les machines préfèrent avoir des ressources plus chaudes. Mais en géothermie sur nappe, il y a assez peu de cas. Il y en a énormément aux Pays-Bas. On verra juste après, la géothermie sur sonde, ça se fait de manière assez courante. On passe à la deuxième solution de géothermie, donc la géothermie sur sonde qui n'a pas besoin d'eau souterraine dans le sol. Alors s'il y en a, c'est pas grave, hein, mais disons que s'il n'y en a pas, c'est pas contraignant pour le projet. À vrai dire, un terrain est plus conducteur quand il est imbibé d'eau. Donc de toute manière, sous terre, globalement, le sol est à minima humide, à défaut d'être imbibé d'eau. Donc en géothermie sur sonde, on va faire un ou plusieurs forages. Un forage pour une maison individuelle, jusqu'à des centaines de forages pour des projets plus conséquents, à une profondeur qui est souvent plus importante que celle à laquelle on va trouver de l'eau, entre 100 et 200 mètres de profondeur, et dans lesquels on va déposer des tuyaux qui vont permettre, là pour le tuyau bleu, de faire descendre une ressource en eau froide et de la récupérer un petit peu plus chaude quand elle remonte à la surface. Et on fonctionne en circuit fermé, donc le volume qui est mis à un instant T lors de la mise en place du système, c'est la même eau qui circule 20 ans après. Alors c'est de l'eau souvent avec du glycol pour éviter le gel, parce qu'on vous verrez, non, on ne le verra pas ici, mais on aurait pu le voir, qu'au cours de l'année, forcément, localement autour de la sonde, on refroidit le sol. On ne peut pas en continu extraire de la chaleur et que le sol se régénère comme ça en claquant des doigts. Donc en fin de saison de chauffe, forcément, le sol est un petit peu refroidi. Alors s'il était à 15 degrés au début, en fin d'année, il va potentiellement être à 6-7 degrés, voire un petit peu moins. Et donc, pour les cas où le sous-sol pourrait être beaucoup plus froid, on met du glycol pour éviter que l'eau qui se trouve dans les sondes gèle. Là, l'avantage, c'est que comme on refroidit un volume de roche autour de la sonde, on peut en été faire de la climatisation de manière plus performante, étant donné que ce froid va avoir tendance à rester sur place. Et pour les projets qui ne feraient pas de climatisation, finalement, la partie estivale suffit à elle seule, quand on ne sollicite pas le sol, à atteindre la température initiale en début de saison de chauffe suivante. Tout ça est dimensionné pour fonctionner avec une dérive de l'ordre de 1 degré au bout d'une trentaine d'années, autrement dit quelque chose de relativement infime à l'échelle du projet. La profondeur, c'est combien? Entre 100 et 200 mètres. Alors on pourrait les faire plus courtes, mais il n'y a pas forcément d'intérêt. Et le sol se réchauffe à 200 mètres quand vous l'avez refroidi? Oui, le gradient géothermique et le flux terrestre ramènent un petit peu d'énergie. Alors c'est à la fois de l'apport du centre de la Terre, mais c'est aussi de l'apport de l'endroit qui n'est pas sollicité à 4-5 mètres de la sonde, qui petit à petit cède sa chaleur. Et donc tout ça est dimensionné justement pour ne pas dériver, parce que si on n'utilise qu'une sonde et qu'on la sollicite en continu, on pourrait avoir un sol qui... on pourrait faire du permafrost. Alors bon, ce serait bien de le faire en Sibérie, mais bon, en France, on va éviter. Et donc voilà, c'est pour ça qu'après, il faut multiplier le nombre de sondes pour éviter cette dérive. Et tout ça, on est capable de le dimensionner avant avec des modèles géologiques. Oui, moi j'ai vécu l'expérience, j'ai installé, je l'ai pensé il y a 20 ans, je l'ai installé il y a à peu près 18 ans, donc de la géothermie, enfin c'est pas de la géothermie, c'est de l'aquathermie. On a donc pris de l'eau à 40 mètres, qui était à 14 degrés, elle est passée dans une pompe à chaleur au haut, et ensuite on la rejette à 7 degrés, on lui a pris 7 degrés de calories. Donc on a fait ça, c'était le meilleur système, il y a 18 ans quand on a mis ça en route. Maintenant, je dépense en électricité. À la limite, je pourrais mettre des radiateurs et j'arrête toute ma pompe à chaleur. J'ai une usine à gaz, si vous préférez, avec cette pompe à chaleur. Mais je suis victime je paye de l'électricité. Je pourrais me chauffer avec des radiateurs électriques. Alors, c'est en Charente-Maritime. J'ai fait 2 forages de 40 mètres, un pour prendre l'eau et un autre pour rejeter l'eau. Alors du coup, c'est la solution d'avance, la géothermie sur nappe, c'est exactement le système que vous décrivez. Celle-ci avec le liquide glycoré? Ah non, c'est sans glycol celui-ci. Moi, si je faisais maintenant, je prendrais le liquide glycoré avec, c'est une centaine de mètres en général, les forages, en maison individuelle. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est sur ces projets, il faut les faire correctement, entre guillemets. Et il y a 20 ans, on les faisait sûrement un peu moins bien que maintenant.
étant donné qu'il y a une pompe immergée dans le forage, elle va consommer de l'électricité. Une certaine quantité. C'est environ 1500 watts et ça fonctionne pour avoir 9 degrés dans la maison, quoi, quand il fait 9 degrés dehors. Alors c'est pour ça que cette pompe à chaleur, il faut qu'elle soit asservie à la pompe à chaleur, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne que quand la pompe à chaleur fonctionne. Et dans beaucoup de projets anciens, on se rend compte que la pompe ici dans le forage, elle fonctionne en continu, que le bâtiment il ait besoin de chaud, de froid ou de rien du tout. Et donc, c'est pas grave, hein, on déplace de l'eau d'ici à ici en continu pour rien. Et donc, forcément, la consommation d'électricité, elle augmente drastiquement pour pas grand-chose. Alors, on m'a dit que les pompes pour le glyphoré, pour la géothermie à une centaine de mètres, avec les 2 tuyaux parallèles, ça consommait beaucoup moins. Les pompes sont toutes petites. Ouais. Et maintenant, on a des pompes qui consomment presque. Mais quand on va chercher, comme nous, la chaleur de l'eau, on dépense une somme fabuleuse en électricité. Alors, pourquoi ça consomme moins d'électricité là-dedans? C'est parce que comme on est en circuit fermé, on va avoir, comme au sein de son bâtiment, des circulateurs simplement, qui vont mettre en mouvement le fluide. Et donc ça, en effet, ça consomme rien, quasiment. Et donc la seule facture d'électricité qui reste, c'est le fonctionnement de la pompe à chaleur, qui lui va quand même en consommer pour faire fonctionner le système. C'est là, moi je suis victime de ce que j'ai fait. Et c'est à distance, on règle le chauffage, on l'a baissé carrément. On a des températures équivalentes à l'extérieur pour dépenser 100 à 150 euros par mois sans chauffer, quoi. Alors, et ça marche, on consomme. À mon avis, ça vaut le coup d'aller voir un bureau d'études pour ajouter une petite pièce au niveau de la... Wiesmann c'est la marque Wiesmann pour la chaufferie, c'est sérieux. Mais le problème, c'est que tous les installateurs prévoient toujours des choses mirabolantes. Et en fait, quand on est avec l'expérience, comme nous, comme moi, on est victime. On l'a fait. On va poursuivre et faire des questions. Alors on va passer plus vite sur les parties suivantes parce que c'est quand même beaucoup plus anecdotique. Vous voyez, j'ai dû mettre des points plus gros sur la carte pour qu'on les voit. On peut faire de la géothermie dans les fondations des bâtiments. Alors c'est très bien, mais c'est seulement dans un cas bien particulier. C'est seulement dans le cadre des constructions neuves, forcément. On ne s'amuse pas à refaire des fondations a posteriori. Enfin, ça arrive avec des micropieux, mais les micropieux ne sont pas forcément adaptés à la mise en place de ces systèmes géothermiques. Donc voilà, il y a des projets intéressants, notamment au niveau du métro de la ligne 14, vers les stations Saint-Ouen. Plutôt que de mettre ça dans des fondations comme ça, ils ont mis ça dans les parois des tunnels et ça permet d'alimenter quelques bâtiments qui sont situés au-dessus. Donc c'est vraiment comme de la géothermie sur sonde, mais directement intégrée aux fondations. Et donc ça a l'avantage d'avoir un coût limité, puisque quoi qu'il arrive, il faut faire ces forages pour les fondations. Le dernier, qui est beaucoup plus anecdotique en Île-de-France par manque de place et aussi un peu par manque de connaissances, c'est des échangeurs compacts. Alors celui-ci, il a été installé chez mon collègue à Orléans. Il en a mis 5 ou 6 pour sa maison individuelle. Là, l'intérêt de ces systèmes qu'on appelle corbeilles géothermiques, donc avec des tuyaux spiralés, c'est qu'ils sont mis dans un trou qui est creusé à la pelle mécanique. Donc ça a une mise en place qui est beaucoup plus simple et on remet le terrain. Alors il faut que ce soit du terrain meuble, forcément, hein, si on est sur un calcaire, c'est plus compliqué. Donc dans l'Orléanais, ça ne pose pas de problème. Et donc avec un trou à 4-5 mètres de profondeur, on met ces échangeurs, on en met quelques-uns et puis on alimente une pompe à chaleur qui chauffe le bâtiment. Et en l'occurrence, mon collègue refroidit aussi sa maison avec, puisqu'il a mis un plancher chauffant. Donc c'est très bien, mais on le voit sur les iconographies, c'est pour des projets assez petits, parce que ça prend vite beaucoup de place de multiplier ces trous de 1 mètre sur 1 mètre, espacés d'1 mètre ou 2. Voilà, c'est un terrain conséquent qu'il faut pour ces projets. Alors moi j'ai été contacté, j'ai discuté avec des gens qui font un projet de géothermie sur Corbeil, comme ça, et ils m'ont dit que leur projet initial c'était un projet de géothermie sur sonde, mais qu'il y a une carte en fait que je ne connaissais pas, mais enfin une carte qui interdit sur certaines zones de la région parisienne de faire des forages de géothermie. Et ils sont à Fontenay et ils étaient sur justement une zone avec des petits carrés rouges, enfin ils m'ont expliqué que
Et donc, ils ont dû se rabattre sur ces échangeurs très superficiels pour exploiter donc, la pose de 0 à 2 mètres du sol. Et ils vont sûrement gagner un peu d'argent parce que ça coûte moins cher. Ils ont peut-être gagné un peu d'argent, mais ça occupe tout l'espace disponible autour de la maison. Voilà, c'est le problème d'avoir des terrains relativement réduits en Île-de-France, et même dans l'Orléanais d'ailleurs, quand on est en zone pavillonnaire, c'est souvent le cas, on a une petite bande sur le côté et à l'arrière, et ben voilà, on en met 3 sur le côté, 3 à l'arrière, et puis assez rapidement. Et alors la question c'est que surface, il y a quelque chose. Après, il n'y a plus rien, non. En surface, il y a de la terre. Oui, il y a souvent 1 mètre de terre au-dessus. 1 mètre Ouais. Alors, par contre, j'ai voulu faire ça moi, il y a 20 ans, et heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que la terre se refroidit à force. Et quand on a pris toute l'énergie de la terre, il faut ramener de la terre fraîche. Ah non, ça on fait jamais. Et c'est pour ça que pour une maison, on en met 6. Sur 2 fois la surface chauffée en intérieur. La surface extérieure, elle est donnée pour 2 fois la surface intérieure de la maison chauffée, captée à 60 cm. C'est vrai pour ces solutions-là, sur les échangeurs horizontaux. Là, on parle de profondeur qui vont à 4-5 mètres de profondeur, donc c'est un peu différent et ça prend moins de place, justement. Elle n'est pas très élevée, mais de toute manière, on a vu que dans le meilleur des cas, on sera à 16, dans le pire, on est à 12. Donc la différence, elle n'est pas flagrante non plus. Donc ces projets-là vont être légèrement moins performants, mais comme ils vont coûter moins cher à l'installation, souvent on s'y retrouve aussi. Vous pouvez nous donner une idée de la proportion du territoire dans les zones où on est, nous, qui est interdit, où c'est interdit de faire des forages de géothermie? En niveau national, ça doit être de l'ordre de 4% du territoire. Mais est-ce que chez nous, ça correspond aux zones de risque de carrière et de risque de... Oui, voilà. Alors, en Île-de-France, il y a cette problématique de carrière et d'ancienne extraction de gypse, notamment, dans lesquelles... Voilà, c'est en bonne partie ça. Il y a quelques zones ponctuelles dont le développement de la géothermie est limité dans les zones polluées, pour éviter de faire des forages et donc potentiellement d'amener la pollution plus bas qu'elle n'est déjà. Mais c'est surtout les évaporites et les cavités associées qui posent problème. Donc les anciennes extractions de gypse notamment. Et après, on peut faire de la géothermie sur globalement tout grand volume d'eau qui se trouvera à la surface, parce que lui aussi a une température plus stable que la température extérieure. Et donc, on pourrait en faire sur eau de mer, mais bon, en Île-de-France, c'est compliqué. Sur eau de surface, sur des lacs ou des grands cours d'eau. La Seine permet de refroidir un certain nombre de grands musées parisiens et permet d'alimenter à 3 niveaux, notamment au niveau du pont des Invalides. Il y a une station qui pompe à peu près 1000 m3 d'eau de la Seine et qui la rejette à quelques degrés de plus pour refroidir les bâtiments raccordés au réseau de froid. Tout à l'heure, on parlera de réseau de chaleur, mais dans certains cas, on met aussi en place des réseaux de froid. Et on peut en faire sur les eaux usées, mais on va passer. Et donc tout ça, toutes ces solutions de géothermie sont raccordées à une pompe à chaleur qui est schématisée ici au centre. Une pompe à chaleur, je vais vous passer le cycle thermodynamique parce que pareil, ce n'est pas forcément le plus passionnant, mais ça fonctionne comme un frigo. Ça déplace de l'énergie d'un côté, des forages, vers le bâtiment ou les bâtiments qui y sont raccordés, avec une consommation d'électricité au niveau du compresseur qui est situé ici, avec des rendements qui sont de l'ordre de 400%. Donc quand je consomme une unité d'électricité ici, 1 kWh, je restitue ici à mon bâtiment 4 fois plus, donc 4 kWh. Autrement dit, le client paye ses forages lors de l'installation et une facture d'électricité à peu près 4 fois plus faible que si le bâtiment était chauffé à l'électricité à 100%. On peut fonctionner en mini-réseau. Les réseaux de chaleur, ce n'est pas propre à la géothermie profonde. On peut faire des choses aussi en géothermie de surface. Alors forcément d'ampleur un peu réduite et souvent avec des bâtiments qui vont avoir des besoins de chaud et de froid. Tout l'intérêt de la géothermie de surface, comparé à la géothermie profonde, c'est cette capacité à refroidir l'été, alors que la géothermie profonde, c'est trop chaud, on ne peut pas faire du froid avec. Ou en tout cas, ce n'est pas assez chaud parce qu'après, pour faire du froid de manière performante, il faut être à plus de 150 degrés
ou bien en dessous de la température souhaitée. Et donc là, ça va être le cas pour la géothermie de surface, où on peut combiner un certain nombre de solutions de géothermie qu'on a évoquées avant et raccorder tout ça via ce qu'on appelle une boucle d'eau tempérée. Bon, voilà, le mot réseau de chaleur est un peu une aberration parce que ce qui circule dans ces tuyaux, c'est plutôt tempéré que chaud. La réglementation, on ne va pas s'attarder dessus. Sur le financement, on en a parlé en introduction quand je présentais l'ADEME, l'Agence de la transition écologique qui finance mon poste. L'ADEME finance aussi les projets de géothermie au sens large, surface, profonde, et également les autres ENR, avec une doctrine qui vise à développer ce qui est le plus pertinent sur un territoire. Et donc, vous voyez que la géothermie est relativement bien placée ici, puisque c'est quasiment la première énergie qu'il faut envisager dans un projet. Ce qu'il faut voir avant, c'est la chaleur fatale. Donc s'il n'y a pas un producteur d'énergie qui est dissipé dans l'atmosphère à côté, une usine, un incinérateur ou autre, en sachant qu'en Ile-de-France, la plupart de ces projets sont déjà, la chaleur est déjà valorisée. Donc assez rapidement, on arrive à la géothermie. Et donc le reste, c'est juste s'assurer que notre bâtiment, ce n'est pas une passoire thermique, parce que c'est un peu dommage de faire des investissements lourds pour garder une passoire avec de l'énergie renouvelable. Si on peut avoir quelque chose qui laisse un peu moins passer la chaleur, on dit souvent qu'il faut mieux mettre des fenêtres que de chauffer avec de la géothermie, mais c'est vrai pour toutes les énergies. Et puis après, on regarde, on s'assure que le réseau de chaleur ne passe pas à proximité, parce que comme il y a déjà eu de l'argent public pour financer un réseau de chaleur, naturellement, si on se trouve sur le tracé et qu'on a un bâtiment qui est suffisamment consommateur, on se branche dessus et on ne fait pas une installation de plus. Et donc, c'est pour ça que vous voyez que la géothermie en Ile-de-France, elle est assez bien placée. On va passer sur tout ça. Et puis surtout, pour les projets qui sont les vôtres, vous avez des contacts sur le territoire qui sont identifiés, notamment sur la petite couronne, sur les communes grisées. On a l'accompagnement de Valentine Gutschi du CIGIF, que vous devez connaître par ailleurs pour la partie électricité et gaz, donc qui porte un contrat de chaleur renouvelable territorial, CCRT. Autrement dit, ils ont un budget de l'ADEME pour financer les énergies renouvelables. Et comme ça soulage un petit peu l'ADEME. Ils ont ce rôle d'accompagnement un peu plus près du territoire. Je vous en prie. Mais tout ça vous sera transmis après en haute résolution. Et c'est globalement les communes qui ont un contrat avec le CIGIF. Donc normalement, on peut se retrouver comme ça. Bon, la Seine-et-Marne, ça ne vous concerne pas. Et puis si jamais, je suis là aussi, c'est un peu mon rôle. Mais comme je suis sur toute l'Île-de-France, c'est un peu compliqué de répondre à tout le monde. Mais par principe et en théorie, je peux répondre à toute sollicitation de toute commune d'Île-de-France. Pour finir, et je m'arrête là parce qu'on a déjà un peu débordé, c'est une carte de la métropole du Grand Paris qui est coloriée par le BRGM de différentes couleurs. Ces couleurs reflètent la part de chauffage et de climatisation qui pourrait être répondue grâce à la géothermie, qui pourrait être couverte par géothermie si on exploitait de manière cohérente la ressource sur le territoire, à savoir dès qu'on peut faire un forage, on en fait un. Et donc on voit quoi? On voit que en périphérie de la métropole du Grand Paris, donc quand on commence à respirer un peu, à avoir plus d'espace, plus de place pour faire des forages, on se rend compte qu'on peut quasiment répondre entre 70% et 100% des besoins en chaud et en froid du territoire. Donc c'est juste démentiel, quoi. Et on voit que dans les arrondissements de Paris les plus centraux, on peut tout de même répondre entre 10 et 20% de la demande en chaleur et en froid. Donc ça reste déjà conséquent. Et je m'arrête là parce que ça, je l'ai dit à demi-mot un petit peu tout le temps.